Chapitre fin, une danse des ombres, C. Était une soirée d'automne particulière? À Londres, lorsque l'affaire qui allait être connue, sous le nom de Le chiffre de la valse de minuit, il s'immisça pour la première fois dans notre vie, tranquille de Baker Street. Un épais brouillard recouvrait la ville, s'enroulant autour des lampadaires et des pavés comme une créature vivante et spectrale, étouffant le bruit des fiacres et le fracas lointain de la rivière. Je revenais tout juste d'une visite de routine à St. Bartholomew's lorsque je trouvai Holmes déjà à la fenêtre, sa silhouette haute et mince se découpant sur la lueur de notre lampadaire à gaz. Il ne se retourna pas pour me saluer, et je remarquai l'intensité particulière de ses yeux gris. « Watson, » dit-il sans préambule, « vous pourriez être fasciné, ou peut-être perplexe, par les événements qui vont se dérouler. Prenez garde, cependant, à observer les détails sans précipitation. Le trivial cache souvent l'extraordinaire. » Avant que je puisse l'interroger davantage, on frappa violemment à la porte. Madame Hudson, qui marmonnait à propos de l'heure tardive des visiteurs et de l'incivilité des soirées brumeuses, ouvrit et découvrit un homme à l'allure élégante, quoique hargneuse. Son manteau était humide de la bruine londonienne, et ses gants portaient une légère trace de terre provenant de la rue. « Monsieur Sherlock Holmes ?» demanda-t-il d'une voix pressante mais contenue. Holmes inclina légèrement la tête, l'air indéchiffrable. « C'est moi, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène à Baker Street à cette heure-ci » Le visiteur entra, jetant un regard prudent au salon familier. Il se présente comme étant le baron Albrecht von Lichtenberg, un diplomate allemand de renom, récemment arrivé à Londres. Ses mains tremblaient lorsqu'il les tendit à Holmes. « C'est une affaire des plus délicates, » dit-il à voix basse, « qui engage à la fois la vie et la réputation. Je suis venu parce que Scotland Yard a atteint les limites de son intelligence, ou peut-être de son courage. On m'a dit que vous seul, monsieur Holmes, pouvez percevoir la vérité. » Holmes, comme toujours, écoutait avec une patience sereine, les yeux plissés et les mains jointes. « Je vous en prie, baron, expliquez-nous la nature de votre difficulté. Il semble qu'il ne s'agisse pas seulement d'un crime, mais peut-être d'une énigme. » Le baron prit une grande inspiration et sortit un petit carnet à la reliure complexe, dont la couverture noire était ornée d'un léger emblème représentant un couple de danseurs. Il l'ouvrit avec précaution, révélant des pages remplies d'inscriptions énigmatiques. Un mélange de lettres, de chiffres et d'étranges symboles, disposés selon ce qui semblait être une notation musicale. « Voici, » dit-il, « le code. » Il a accompagné une série d'événements mystérieux au cours des 2 dernières semaines. Plusieurs personnes influentes ont disparu sans laisser de traces, et celles retrouvées témoignent d'un étrange schéma, presque rituel. La police ne peut que spéculer. Je pense qu'il pourrait s'agir d'une partition, d'une danse ou d'un code dissimulé dans la musique elle-même. Holmes prit le carnet des mains du baron, parcourant les pages avec une attention méticuleuse que j'avais fini par reconnaître comme le prélude à la révélation. « Intéressant, » murmura-t-il. « L'agencement est délibéré, pas aléatoire. Observe Watson, la répétition des motifs, l'alignement des symboles avec des clés particulières. Celui qui a conçu cela avait à la fois l'intention de transmettre et de dissimuler. Le regard du baron oscillait entre nous, l'anxiété évidente. Vous comprenez, monsieur Holmes, l'urgence. Une autre disparition a eu lieu la nuit dernière. Un musicien, réputé pour son talent à la cour royale. Il a disparu de la valse de minuit au Hanover Hall, ne laissant derrière lui qu'une simple partition pliée. C'est précisément ainsi que le schéma se répète. Les yeux de Holmes brillaient de cette lueur subtile et prédatrice que j'ai souvent vue lorsqu'une énigme l'excitait. « Watson, » dit-il doucement, « il ne s'agit pas seulement de disparition. C'est un complot méthodique, audacieux et calculé pour semer la terreur tout en laissant peu d'indices. Observez la subtilité.
Chaque victime est choisie avec précision. Chaque disparition chorégraphiée comme un mouvement dans une symphonie. Il se renversa dans son fauteuil, les doigts joints, les yeux rivés sur la partition mystérieuse. Nous devons commencer notre enquête à Hanover Hall. Il est clair que la prochaine valse du rassemblement de minuit nous apportera des informations supplémentaires. Il y a un message caché, un code entrelacé de musique et de mouvement. Et il nous faudra toutes nos facultés pour le décoder avant qu'une autre âme ne disparaisse. J'éprouvais, comme souvent dans ces moments-là, un mélange d'émerveillement et d'appréhension. Le brouillard pressait les vitres, les réverbères vacillaient, et Londres, dehors, semblait silencieux, presque innocent. Pourtant, à notre portée se trouvait un mystère d'une cruauté subtile et d'une conception complexe. Holmes se leva brusquement, son manteau déjà enfilé, les yeux brillants d'impatience. « Watson, va chercher ton revolver, la prudence est de mise. Nous partons immédiatement pour Hanover Hall. Et Baron, ne vous égarez pas, car le voile du secret est mince, et un faux pas pourrait ruiner la vie d'un autre. » Alors que nous sortions dans la nuit humide, les pavés luisants sous la lumière du gaz, je ne pouvais m'empêcher de pressentir que ce ne serait pas un cas ordinaire. Déjà la ville semblait transformée. Chaque ombre, chaque lueur de lanterne, chaque note de musique lointaine était porteuse de sens. La valse de minuit nous attendait, et avec elle, les premiers pas d'une danse qui pourrait révéler des secrets plus sombres que nous ne pouvions encore l'imaginer. La longue silhouette de Holmes ouvrait la voie à travers le brouillard, son regard attentif aux moindres détails des rues et des ruelles, tandis que moi, fidèle et observateur, je suivais de près, le cœur palpitant à l'idée de l'inconnu. Ainsi commença l'affaire curieuse et dangereuse du chiffre de la valse de minuit. Une affaire qui allait mettre à l'épreuve toutes les facultés, exiger les plus fines déductions, et nous entraîner dans les profondeurs obscures des mystères les plus énigmatiques de Londres. Chapitre 2. La salle de minuit, le fiacre claquait sur les pavés inégaux à l'approche de Hanover Hall, un imposant édifice niché entre les étroites artères de Soho. Sa façade, bien que majestueuse, était obscurcie par le brouillard, et les réverbères à gaz projetaient des ombres tremblantes qui semblaient danser en prévision du déroulement particulier de la soirée. Holmes était assis immobile à côté de moi, le regard fixé sur le bâtiment avec une concentration qui suggérait qu'il avait déjà commencé son invisible travail de déduction. « Observe Watson », dit-il doucement, « les détails subtils, remarquez les raflures récentes sur le seuil, la tache sur le heurtoir en laiton et la faible trace de lavande en poudre dans l'air. De tels détails en disent souvent bien plus que les déclarations bruyantes des témoins ou les rapports méticuleux des inspecteurs de police. » Le baron, assis en face de nous, jeta un regard inquiet vers l'entrée. « Et je ne peux m'empêcher de craindre ce qui m'attend à l'intérieur, » admit-il. « Le dernier musicien a disparu, et on m'a dit que les assistants de la salle sont d'une discrétion inhabituelle, peut-être complices. » Holmes hocha simplement la tête, les yeux plissés. « La discrétion n'est pas toujours synonyme de culpabilité, baron. Souvent, ce n'est qu'un masque. Pourtant, combinée à la disparition, elle mérite d'être observée. » Nous descendîmes du taxi et je suivis Holmes pour franchir le seuil d'un grand vestibule. L'intérieur était faiblement éclairé par des lustres à gaz, dont les flammes vacillantes projetaient une brume dorée sur le bois poli et les rampes dorées. Les notes faibles d'un piano provenaient de la salle de bal, et le murmure étouffé des invités suggérait que la valse de minuit avait déjà commencé. Holmes se déplaçait avec la fluidité d'un chat, sa longue silhouette se faufilant entre les invités sans plus de perturbation qu'une ombre. Il scrutait l'assemblée avec une attention méticuleuse. Une manchette de femme subtilement brodée d'initiales,
Une botte d'homme aux talons éraflés d'une manière qui ne correspondait pas au parquet ciré, un violoniste dont l'archet laissait une légère trace de colophane sur la scène. Chaque observation était consignée silencieusement dans son esprit. Et moi, fidèle chroniqueur, je m'efforçais d'en consigner chaque détail dans mon carnet. « Oh, Watson !» murmura-t-il enfin en s'arrêtant près de l'entrée de la salle de bal. « Observez la séquence des mouvements, observez la manière dont les danseurs s'exécutent, dont l'orchestre répond aux indications et dont les assistants, notamment ceux les plus proches de la scène, se positionnent. Il n'y a plus qu'un simple divertissement. Le code se manifeste non seulement dans la musique, mais aussi dans la chorégraphie du mouvement humain. » Je suivis son regard vers un groupe de musiciens rassemblés près de la fosse d'orchestre. Le regard de Holmes s'attarda sur la partition d'un violoniste, et il se pencha légèrement, comme s'il lisait des annotations invisibles. « Des variations subtiles, » murmura-t-il, « de légères incohérences dans la notation qui échapperaient à un œil non averti, mais trahissent un schéma délibéré. Le musicien est un pion, mais un pion vital, car il détient la clé du décryptage. » Soudain, la voix du baron interrompit notre observation. « Monsieur Holmes, il y a quelque chose d'anormal dans cette atmosphère. On a l'impression que la salle elle-même conspire à nous cacher quelque chose. » Holmes se tourna vers lui, l'air calme mais pénétrant. « Exactement, baron. L'architecture, l'éclairage et même le brouillard qui s'élève des rues, tout contribue à obscurcir autant qu'à révéler. Dans ces ombres, il faut faire preuve de patience et de discernement. Observez attentivement et vous verrez le premier signal. » À cet instant, une silhouette se déplaça sur la piste. Une danseuse dont les pas semblaient délibérément rythmés par de subtils gestes. Les yeux de Holmes s'illuminèrent. « Watson !» remarque l'alignement de ses mouvements avec les légères marques de la musique. Chaque geste correspond à un symbole du code. C'est un code superposé à une mélodie, un langage parlé en mouvement. J'observais, essayant de suivre l'interaction complexe entre le musicien et le danseur, entre la note et le geste, mais la complexité était déconcertante. Holmes, cependant, prenait des notes avec une précision infaillible, chaque trait de crayon traçant le motif qui, autrement, aurait pu échapper à l'œil le plus attentif. À l'approche de minuit, le silence s'abattit sur l'assemblée. Le dernier mouvement de la valse commença, et les pas des danseurs devinrent de plus en plus posés, précis. Le regard de Holmes parcourut chaque recoin de la salle, son attention se portant sur les musiciens, les danseurs et le personnel. « Voilà !» murmura-t-il enfin, en désignant un monsieur assis tranquillement près du couloir. « Observez l'homme au gilet noir, notez le bref signe de tête, un mouvement de la main synchronisé avec le crescendo de l'orchestre. Ce n'est pas une simple affectation, c'est la clé du décryptage, une indication pour la prochaine étape de ce puzzle complexe. » Je notais fiévreusement ces observations, m'efforçant de faire correspondre chaque geste à la notation du carnet du baron. L'atmosphère était chargée d'impatience et d'une tension subtile, presque tangible. Chaque invité, chaque mouvement, chaque note semblait chargée de signification, comme si l'assemblée tout entière était un mécanisme unique, s'acheminant vers un dénouement inconnu. Holmes, toujours serein, se pencha légèrement en arrière et murmura « Watson, croyez-moi, ce soir, vous découvrirez le premier indice tangible. L'auteur du code est confiant, peut-être même trop confiant, dans sa maîtrise. Pourtant, même le schéma le plus complexe comporte une faille, et il nous incombe de la trouver avant qu'une autre âme ne soit perdue dans cette valse nocturne. » Alors que les danseurs entament la séquence finale, je sentais le rythme de la salle changer. Une impulsion de suspense, une attente plus intense. À cet instant, il devint clair que le mystère ne se limitait plus au papier et à la notation. Il était vivant, transparaissant dans les mouvements mêmes de ceux qui se trouvaient dans Hanover Hall. Et je réalisais,
avec un mélange d'émerveillement et d'appréhension, que la nuit ne faisait que commencer. Chapitre 3. Les premiers indices. La valse de minuit à Hanover Hall s'était terminée, laissant derrière elle un étrange silence, rompu seulement par le doux murmure des invités qui partaient et le frottement occasionnel d'une chaise sur le parquet ciré. Holmes et moi restâmes, aux côtés du baron, dans la salle de bal faiblement éclairée, nos yeux scrutant chaque ombre, chaque objet susceptible de nous fournir un indice. Holmes se déplaçait délibérément entre les tables et les chaises, s'accroupissant pour examiner les légères marques au sol et suivre la trajectoire des pas des danseurs. « Watson, » dit-il doucement, « observe les légères empreintes dans le parquet, ces subtiles dépressions qui indiquent non seulement la position des danseurs, mais aussi la séquence précise de leurs mouvements. Chacune est délibérée, chacune fait partie du code. Je l'ai suivi, notant le relevé minutieux des empreintes de pas et des gestes. Sur une table d'appoint, j'ai vu une partition froissée, partiellement tachée d'encre. Holmes la ramassa de ses mains gantées et examina les notes à la lueur du gaz. « Ah !» murmura-t-il. « Voici notre premier indice tangible. Remarquez les anomalies, les légers écarts par rapport au rythme standard de la valse. Ils correspondent au symbole du carnet du baron. Ce n'est pas une musique ordinaire, c'est un véhicule de messages codés, chaque note, chaque pause, une instruction ou un signal. » Le baron, pâle et inquiet, murmura « Je n'avais aucune idée que cela pouvait être si complexe. » Holmes ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea plutôt vers la fosse d'orchestre, s'accroupissant près des instruments abandonnés. « Les musiciens eux-mêmes ne s'en rendent peut-être pas compte, » dit-il, se contentant de suivre la notation comme ils l'ont toujours fait. Mais le compositeur ou l'orchestrateur a intégré des instructions qui vont au-delà de la simple interprétation. Le code réside dans l'interaction, pas seulement dans le son. Je me suis penché vers lui, essayant de saisir la complexité de son raisonnement. Tu veux dire que les pas du danseur, les répliques du musicien, et même les gestes des assistants, tout cela fait partie du code? Exactement, Watson. Observez les signes subtils. Un hochement de tête par-ci, un regard par-là, un changement de rythme. Tous délibérés, tous significatifs. Et pourtant, il faut être prudent. Une analyse excessive peut masquer le schéma général, tandis qu'une observation insuffisante peut le dissimuler. Holmes retourna la partition et aux notations froissées. Il réalisa plusieurs croquis rapides dans son carnet, reliant symboles, gestes et positions dans ce qui semblait être une séquence menant de la salle de bal à un lieu caché. « Voilà, dit-il enfin, son doigt posant son doigt sur une séquence particulière. Remarquez cette anomalie, une rupture dans le schéma attendu. Ce n'est pas une erreur, mais une erreur délibérée. Celui qui a construit ce code souhaite nous faire suivre une fausse piste, nous faire errer dans une direction vaine, tandis que le véritable message passe inaperçu. » Les yeux du baron s'écarquillèrent. « Alors, quelqu'un nous observe, même en ce moment ?» Holmes secoua légèrement la tête. « Pas encore. La fausse piste réside dans la conception même. Nous devons agir avec patience, observer sans préjugés, et attendre le prochain indice, un signal inscrit dans les mouvements mêmes de la danse de ce soir. » Il marque une pause, considérant la disposition des chaises, des tables et les costumes abandonnés des danseurs. « Cette pièce, poursuivit-il, tel un échiquier, a été aménagée pour l'observation autant que pour la tromperie. Et pourtant, même la conception la plus méticuleuse comporte un défaut. Ce défaut nous guidera vers le coupable, si nous avons la perspicacité de le voir. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, conscient que la perspicacité de Holmes dépassait mon entendement immédiat. La salle de bal, autrefois lieu de musique et de célébration, semblait désormais transformée en une scène de calcul, de mystère et de péril caché.
Holmes se redressa enfin, remit la partition et consulta à nouveau le carnet du baron. Notre prochaine étape, Watson, est de revenir ici à la lumière du jour. Les marquages, les traces résiduelles des chaussures des danseurs et la disposition des objets révéleront des motifs invisibles ce soir. Et ce faisant, nous découvrirons la première preuve tangible de l'auteur du code, ou du moins de son intention. En quittant Hanover Hall pour les rues humides et brumeuses de Londres, je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'excitation de la découverte mêlée de malaise. La valse de minuit était plus qu'un spectacle. C'était un code, une énigme et un piège. Et quelque part, dans ces méandres, se cachait la vérité que nous cherchions, cachée à la vue de tous, attendant l'œil patient et attentif de Sherlock Holmes. Chapitre 4. Le premier suspect. Le lendemain matin, Holmes et moi retournâmes à Hanover Hall, accompagnés une fois de plus du baron. Le brouillard s'était légèrement levé, révélant les rues étroites de Soho, gluantes sous la pluie, et la faible lueur des réverbères à gaz se reflétant dans les flaques d'eau. Holmes avançait avec son habitude, scrutant du regard les façades des immeubles voisins et les pavés sous nos pieds. À l'intérieur du Hanover Hall, la salle de bal paraissait nettement différente à la lumière du jour. Les ombres qui semblaient se déplacer et danser pendant la valse de minuit étaient désormais fixes et atténuées. Les chaises et les tables étaient disposées avec un soin méticuleux. Mais les subtiles empreintes de chaussures sur le sol révélaient une séquence de mouvements invisibles à l'observateur non averti. Holmes se mit immédiatement au travail, s'accroupissant pour examiner chaque empreinte, chaque éraflure, chaque fine trace de résine ou de poussière. « Watson, » dit-il doucement, « observe ces impressions. Elles ne sont ni fortuites, ni le simple produit de la danse. Quelqu'un a bougé délibérément, laissant une trace à la fois visible et dissimulée, une signature intentionnelle. » Notre attention fut bientôt attirée par un homme qui s'était attardé sur le côté de la pièce. C'était un violoniste, habillé avec élégance, mais avec une précision nerveuse. L'inspecteur Lestrade de Scotland Yard était déjà arrivé, convoqué par le baron, et il accueillit le musicien avec une politesse irréprochable. « Voici Monsieur Félix Hartmann », j'expliqua Lestrade. Il a chanté hier soir lors de la valse de minuit et fait partie des personnes concernées par l'enquête en cours. La police pense qu'il pourrait être impliqué dans les récentes disparitions, soit comme complice, soit comme témoin. Holmes regarda le violoniste avec son intensité habituelle, ses yeux se plissant tandis qu'il notait chaque détail. La légère usure sur les semelles des chaussures de Hartmann, les abrasions subtiles sur le bout de ses doigts, les faibles traces d'encre sur sa manchette, autant de détails que Lestrade et le baron semblaient négliger. « Dites-moi, monsieur Hartmann, » demanda Holmes, « depuis combien de temps connaissez-vous la musique et son compositeur ?» La voix de Hartmann tremblait légèrement. « Plusieurs mois, monsieur. Je connais les compositions, oui, mais je vous assure que je ne sais rien de ces disparitions. J'étais engagé simplement comme interprète. » Holmes hocha la tête sans quitter l'homme des yeux. « Et pourtant, vos mains portent des traces inhabituelles. Observe Watson. Les taches d'encre sur sa manchette et la faible empreinte de plis de papier. Il a manipulé des documents, peut-être des instructions ou des notes codées, qui ne relevaient pas de ses fonctions musicales. Je me suis penché plus près, notant la déduction de Holmes, mais incertain de ses implications. « Vous le soupçonnez d'être l'orchestrateur ?» ai-je demandé doucement. Holmes secoua légèrement la tête. « Pas encore, Watson. C'est un suspect facile à identifier. Une première conclusion logique pour Scotland Yard. La police est impatiente de résoudre l'affaire rapidement, mais il ne faut jamais laisser l'apparente simplicité d'un suspect occulter la vérité profonde. Lestrade, impatient comme toujours, s'adressa à Hartmann d'un ton sec. « Monsieur Hartmann,
Vous nous accompagnerez au poste pour un interrogatoire. Il est dans votre intérêt de coopérer pleinement. » Les yeux de Hartmann s'écarquillèrent, mais il n'opposa aucune résistance. Holmes, lui, s'attarda, examinant le sol et notant les subtiles indications directionnelles créées par les pas des danseurs. « Il y a quelque chose d'incohérent ici, » me murmura-t-il d'une voix presque inaudible. Hartmann peut servir de bouc émissaire commode, mais ses actions, bien que suspectes pour un œil non averti, ne correspondent pas parfaitement au timing et à l'emplacement des signaux chiffrés. Le baron, inquiet et incertain, intervint. « Alors, qui ou quoi est responsable? Si ce n'est pas lui, alors le véritable auteur est toujours en liberté ?» Holmes ne répondit pas directement. Il observa simplement Hartmann, escorté hors de la salle par les hommes de l'estrade, ses yeux suivant les mouvements du musicien avec une attention méticuleuse. « On verra bien, Watson. Le premier suspect est souvent une fausse piste. Une fausse piste posée délibérément par quelqu'un d'assez intelligent pour anticiper notre examen. Notre tâche est de regarder au-delà de l'évidence, de trouver l'incohérence qui pointe vers la main invisible. » Alors que nous quittions Hanover Hall, l'esprit de Holmes était déjà visiblement occupé à analyser les détails, à relier des points invisibles et à construire une carte des mouvements et des intentions que personne d'autre ne pouvait percevoir. Moi, fidèle chroniqueur, je savais seulement que cette affaire, complexe, dangereuse et profondément complexe, exigerait toute notre patience, notre observation et notre déduction. Chapitre 5. L'indice caché le lendemain du premier interrogatoire de M. Félix Hartmann. Baker Street était enveloppé du brouillard familier de Londres, celui qui s'infiltre par chaque recoin et adoucit les angles rudes de la ville. Holmes était assis dans son fauteuil, pipe à la main, les yeux rivés sur le registre que le baron lui avait fourni, tandis que je m'occupais de mon carnet, essayant de consigner chaque déduction au fur et à mesure. Holmes gardait un silence inhabituel, un état qui annonçait toujours une révélation. Il tapotait parfois le papier du doigt, murmurant des pensées incompréhensibles pour quiconque, sauf lui-même. « Watson, » dit-il finalement, les yeux brillants d'impatience, « il y a quelque chose de curieux dans la séquence de mouvements que nous avons observée à Hanover Hall. Quelque chose que toute la police, le baron et même notre premier suspect n'ont pas remarqué. » Je me suis penché plus près. « Qu'y a-t-il, Holmes ?» Il ne répondit pas immédiatement, étalant la partition et le carnet de notes du baron sur la table. « Observez cette section de la valse, » dit-il, en désignant une séquence de notes et de gestes. « Pour un musicien ordinaire, cela paraît normal, une simple fioriture. Pourtant, remarquez le subtil décalage rythmique, les pas des danseurs, les répliques des musiciens, la disposition des assistants, tout suggère une pause délibérée, un signal quelconque. Hartmann n'a pas pu l'orchestre. La véritable main est ailleurs. Je fronce les sourcils. Tu veux dire que quelqu'un a inséré un motif dans la musique délibérément caché à la vue de tous? Exactement, Watson, répondit-il en plissant les yeux. C'est un code en mouvement. Un langage composé de gestes, de rythmes et de notations. Et dans ce schéma se cache un indice qui pointe non pas vers les interprètes, mais vers l'auteur, l'orchestrateur de ces disparitions. Holmes se pencha en arrière, croisant les doigts. Remarquez la subtile variation dans la main levée de la danseuse principale, la légère hésitation avant de tourner, la légère inclinaison de sa tête. Ce ne sont pas des choix artistiques, ce sont des signaux, intégrés à la chorégraphie pour communiquer quelque chose que seuls les initiés pourraient comprendre. Et le plus remarquable, c'est que la police, concentrée uniquement sur des suspects comme Hartmann, ne parviendrait pas à le percevoir entièrement. Je suivis son regard, essayant de faire correspondre ses observations à la partition. La complexité était vertigineuse, des gestes superposés, des notes de musique alignées sur des mouvements fugaces.
et des motifs répétés d'une manière qui suggérait à la fois précision et prévoyance. Holmes, comment pouvons-nous espérer décoder un tel plan? Demandai-je, un stylo posé au-dessus de mon carnet. Patience, Watson. Observation et patience, répondit-il. Nous devons recueillir chaque détail, chaque petite déviation. Le code ne se révélera pas immédiatement, mais une fois le schéma établi, il indiquera sans équivoque le cerveau derrière ces événements. Et ce sera, je le soupçonne, quelqu'un de totalement inattendu, quelqu'un d'assez audacieux pour orchestrer une valse dont chaque pas cache un danger. À ce moment-là, on frappa à la porte, annonçant l'arrivée du baron von Lichtenberg, l'air tendu. « Et Monsieur Holmes, j'ai reçu ceci des domestiques de Hanover Hall. Ils ont découvert un mot, caché sous le piano. Il a été écrit la nuit dernière, peu avant la disparition du musicien. » Holmes prend le mot avec une précision calme et précise, le dépliant soigneusement. L'écriture était élaborée, presque ornée, et les mots étaient énigmatiques. La musique guide les égarés. Seuls ceux qui lisent entre les mesures verront le chemin. Minuit parle à l'œil attentif. Holmes étudie attentivement le message, tapotant légèrement le papier contre la table. « Voilà, dit-il doucement, l'indice caché. Il confirme mes soupçons. Le message est complexe, non seulement musical et gestuel, mais aussi suggestif et trompeur. La note elle-même est un signal, un défi pour ceux qui sont assez observateurs pour comprendre. Et elle est délibérément placée pour induire en erreur les imprudents et les amener à soupçonner les mauvaises personnes. Je pouvais lire l'excitation dans ses yeux, tempérée par sa retenue habituelle. Alors Hartmann reste innocent, du moins pour l'instant, et le véritable orchestrateur demeure invisible. Holmes inclina la tête. En effet, Watson, et c'est là la leçon cruciale de notre enquête actuelle. Le premier suspect est souvent une ombre, une diversion, une cible facile pour les forces de l'ordre. Notre tâche est de voir au-delà de l'évidence, d'observer les signes cachés et de découvrir la main qui guide cette valse nocturne. Ce n'est qu'alors que le code livrera ses secrets et que les victimes disparues seront retrouvées. Tandis que nous continuions à étudier la note, la partition et les subtiles inscriptions de Hanover Hall, j'éprouvais le frisson familier d'anticipation qui accompagne l'ouverture d'une affaire véritablement déroutante. L'indice caché était minuscule, presque invisible, mais il promettait de percer un mystère plus profond. Un mystère de musique, de mouvement et de meurtre qui mettrait à l'épreuve toutes les facultés de raisonnement et d'observation. Holmes, toujours vigilant, s'adossa à son fauteuil, pipe à la main, les yeux brillants de la certitude de celui qui a entrevu les premiers offices d'une vaste et complexe tapisserie. « Watson, dit-il doucement, préparez-vous. La prochaine étape de notre enquête nous rapprochera de l'architecte de ce chiffre et du péril qui guette quiconque ne parviendra pas à en lire correctement la mesure. » Chapitre 6. Tension croissante. Les jours qui suivirent la découverte du billet caché furent empreints d'un malaise croissant. Londres, d'ordinaire animée et indifférente, semblait enveloppée d'un épais brouillard, comme si la ville elle-même était complice des mystères du chiffre. Holmes et moi retournâmes à plusieurs reprises à Hanover Hall, cataloguant les empreintes de pas, les gestes et les plus infimes perturbations sur le parquet. Chaque détail, aussi insignifiant soit-il, était méticuleusement consigné. Mais une tension grandissante pesait sur nous, le poids d'un danger invisible tapi dans chaque ombre. L'attention de Holmes, comme toujours, était aiguë. « Watson », murmura-t-il un après-midi, en examinant les éraflures près de la fosse d'orchestre. Observez le léger changement dans ses impressions. Quelqu'un est revenu, testant la salle, ajoutant des éléments de la séquence. Le code est actif, il continue de communiquer même en l'absence de ses interprètes. Je suivis son regard jusqu'à la scène
où une légère trace d'encre menait à une petite porte cachée dans le mur, jusque-là inaperçue. « Un autre indice, Holmes ?» demandai-je, bien que ma voix trahisse mon appréhension. « Exactement, Watson, et plus urgent qu'avant. Ce message n'est pas seulement une énigme, c'est un avertissement. Le soir même, nous avons reçu une nouvelle qui a accentué notre anxiété. Une nouvelle disparition. Cette fois, il s'agissait d'une danseuse de renom, vue pour la dernière fois lors d'une répétition privée dans l'annexe du Hanover Hall. Elle avait disparu sans laisser de traces, ne laissant qu'un gant abandonné et un mot légèrement griffonné, identique au premier. Le baron von Lichtenberg, visiblement bouleversé, tendit le mot à Holmes d'une main tremblante. Les pas de la valse cachent plus que la musique. Suivez la mesure, ou vous serez perdu. Minuit attend l'observateur, mais n'épargne pas l'inattentif. Holmes l'examina avec une intensité détachée. Son regard scrutant chaque courbe des lettres, chaque variation imperceptible. « Ah, Watson, dit-il doucement, remarque la répétition des motifs. Ce n'est pas une simple coïncidence. Le chiffrement a un rythme, une structure, et il s'accentue. Celui qui orchestre cela nous teste, nous incite à commettre des erreurs, tout en nous révélant la voie vers l'étape suivante du puzzle. J'ai eu un frisson en comprenant ce que cela impliquait. L'architecte de ce projet ne se contentait pas d'une seule disparition. Il montait en puissance, nous mettant au défi de le suivre, confiant que la complexité de son plan assurerait le succès. Holmes se leva et commença à arpenter le salon, ses longues jambes parcourant la longueur avec une énergie inextinguible. « Il faut agir vite, Watson. Remarquez, le timing de ces événements est délibéré. Chaque disparition survient à minuit ou aux alentours de minuit, coïncidant avec l'exécution de la valse. Le code est lié non seulement à la musique et au mouvement, mais aussi à la dimension temporelle. L'heure même agit comme un signal. J'ai essayé de suivre son raisonnement, mais les pièces du puzzle s'imbriquent dans un schéma qui dépassait mon entendement. Alors, faut-il anticiper la prochaine valse de minuit ? Ai-je suggéré. Les yeux de Holmes brillaient d'un mélange rare d'excitation et de sévérité. Exactement, mais nous n'attendrons pas passivement. Nous assisterons au prochain rassemblement, observerons chaque geste, chaque note, et si nécessaire, interviendrons. Le code est astucieux, mais il n'est pas infaillible. Il y a une faille, Watson, et notre tâche est de la localiser avant qu'une autre victime ne soit tuée. Le baron pâle et anxieux murmura « Et si nous échouons ?» Le regard de Holmes, froid et inflexible, croisa le sien. Puis la valse continue, et les ténèbres s'emparent d'une autre âme. Mais nous ne faillirons pas, baron. Patience, observation et déduction sont nos armes, et à la fin, la raison triomphe de l'artifice. Ce soir-là, alors qu'un épais brouillard s'abattait sur la Tamise et que les réverbères crépitaient dans la brume, nous nous préparions pour la représentation suivante. Holmes étudie le carnet du baron et les partitions retrouvées, croisant chaque symbole, chaque geste et chaque anomalie subtile. L'indice caché, désormais éclairé par notre enquête en cours, laissait entrevoir la prochaine action de l'architecte, et le danger qui guettait quiconque était assez imprudent pour l'ignorer. Le décor était planté pour une confrontation non seulement intellectuelle, mais aussi de vie à mort. Et tandis que minuit approchait, je réalisais, avec un mélange d'appréhension et d'impatience, que la véritable épreuve du code allait commencer, une épreuve qui exigerait toutes les facultés d'observation et de déduction de Sherlock Holmes et tout le courage dont je pouvais faire preuve pour le suivre dans ses ténèbres. Chapitre 7. La mauvaise orientation s'approfondit. L'air nocturne était épais, un brouillard épais s'enroulant autour des réverbères et s'infiltrant dans chaque ruelle de Soho. Hanover Hall
se dressait devant nous, sa majestueuse façade atténuée par la brume. Holmes et moi nous sommes approchés en silence, le baron marchant d'un pas prudent derrière nous, visiblement anxieux après cette seconde disparition. Je sentais la tension qui pesait sur nous trois, un mélange d'effroi et de curiosité qui rendait chaque pas plus lourd qu'il ne le devrait. Holmes, cependant, semblait parfaitement impassible, son long manteau effleurant les pavés mouillés, tandis qu'il scrutait les rues avec cette intensité familière. « Observe Watson, » lui dit-il doucement. « Comment les ombres tombent sur les entrées, la disposition des lanternes, et même l'angle des pavés mouillés par la pluie. Tout communique, même lorsque l'architecte du code le croit caché. À l'intérieur du Hanover Hall, la salle de bal était presque identique à celle de la veille. Mais une vague de malaise flottait dans l'air. L'orchestre s'accordait doucement. Les danseurs prenaient place et le personnel s'organisait avec une attention particulière. Le regard de Holmes balayait la salle, cataloguant chaque détail. Soudain, une silhouette s'approcha d'un homme inconnu, grand, impeccablement vêtu, avec un air subtilement autoritaire. L'inspecteur Lestrade, appelé à nouveau pour observer les événements, se pencha vers Holmes. « Voici Monsieur Julian Faraday, un professeur de musique réputé, » dit Lestrade. « Il était présent hier soir en tant qu'invité, mais je pense qu'il possède des informations utiles à l'enquête. Nous nous interrogerons après la représentation. » Holmes inclina la tête, les yeux plissés. « En effet, et pourtant, Lestrade, je soupçonne que votre confiance est prématurée. Il y a souvent des couches sous l'évidence, et les premières apparences révèlent rarement le véritable auteur de la tromperie. » Garde. Faraday évoluait parmi les musiciens, ses gestes semblèrent bénins, mais Holmes suivait du regard chaque signal subtil. Une main posée un peu plus longtemps sur un violon, un regard vers les danseurs qui s'attardaient avec une intention inhabituelle, un signe de tête subtil à un assistant. « Observe Watson », murmura Holmes, la rapidité avec laquelle les fausses pistes se multiplient. La police, pressée de résoudre l'affaire, ne voit que les indices visibles, tandis que la main invisible orchestre une séquence bien plus subtile. J'ai tenté de retracer les mouvements, en les reliant à la notation musicale et aux indices recueillis. La complexité était vertigineuse, et Holmes m'observait avec un léger amusement. « Ne vous découragez pas, Watson. La diversion est l'instrument favori de l'architecte. Elle détourne l'attention de la véritable séquence, berce les enquêteurs d'une fausse confiance et masque les signaux critiques. » Au cours de la représentation, de subtiles anomalies apparurent. Un danseur répéta un pas 2 fois, une note persista plus longtemps que ne le suggérait la notation, et une petite cloche sonna de manière inattendue dans un coin de la pièce. Pour un œil non averti, il s'agissait de simples accidents. Pour Holmes, de signaux délibérés, chacun destiné à masquer le véritable message du code. « L'orchestrateur est sûr de lui, » murmura Holmes, « et intelligent. Chaque fausse piste, chaque indice apparent est un test pour voir si nous remarquons les incohérences, si nous pouvons identifier le défaut de conception. » À un moment donné, un faux pas d'un violoniste attira immédiatement l'attention de Lestrade. « C'est lui !» s'exclama l'inspecteur. « Il doit bien savoir quelque chose sur les disparitions. » Les yeux de Holmes brillèrent d'un léger amusement sardonique. « Du moins, c'est ce qu'il semble, Watson. La déduction la plus prévisible est souvent la mauvaise. Observez comment l'attention se déplace, comment le suspect est scruté, tandis que le véritable architecte continue de se cacher. C'est l'essence même de la diversion. »
Pendant ce temps, le baron devenait de plus en plus inquiet. « Monsieur Holmes, si chaque geste est un signal, comment pouvons-nous espérer le suivre? Je crains que l'architecte n'ait toujours une longueur d'avance. » Holmes posa une main ferme sur son épaule. « L'architecte est peut-être intelligent, baron, mais il n'est pas infaillible. Tout système, aussi complexe soit-il, comporte une imperfection. Notre tâche est de détecter la moindre déviation qui révèle la main cachée. Et c'est là, Watson, que nous poursuivrons nos efforts jusqu'à ce que le code livre son secret. » À la fin de la nuit, il était clair que l'orchestrateur avait réussi à semer la confusion. Le premier suspect, Hartmann, avait été publiquement blanchi par l'enquête préliminaire de l'estrade, avant d'être remplacé par Faraday comme figure suspecte. Chaque piste semblait divertir, chaque observation se contredit, et la complexité du chiffrement s'accentue. Holmes, cependant, resta calme. « Laissez-les chasser les ombres, Watson, » dit-il alors que nous quittions Hanover Hall. « La tromperie ne sert qu'à révéler la personnalité. Ceux qui agissent avec duplicité laissent des traces subtiles, presque invisibles, mais néanmoins présentes. Notre tâche est de trouver la véritable faille, le point où la tromperie ne peut plus se dissimuler. » Je le suivis dans les rues, embrumé, le cœur battant devant l'ingéniosité du plan et réalisant que les secrets de la valse de minuit étaient loin d'être entièrement révélés. Chaque pas nous rapprochait de la vérité, mais les ombres s'allongeaient et le jeu de l'architecte devenait plus complexe, audacieux et dangereux. Chapitre 8. Le plan de Holmes. Lendemain matin, Baker Street était calme, mais l'atmosphère était chargée d'une intensité inhabituelle. Holmes était assis devant la cheminée, les mains jointes, sa pipe fumante, les yeux fixés sur les flammes vacillantes. Je sentais que son esprit avait déjà plusieurs longueurs d'avance, revoyant sans cesse les événements de Hanover Hall, calculant la prochaine étape avec une précision qui rendait mes propres pensées lentes en comparaison. « Watson, » dit-il brusquement sans se lever, « le moment est venu de passer de l'observation à l'intervention. L'orchestrateur du chiffrement est audacieux, intelligent et sûr de son contrôle. Pour le démasquer, nous devons employer une stratégie tout aussi astucieuse. » Je me suis penché en avant, mon stylo en main. « Holmes, que proposes-tu » Il tapota le bord du carnet du baron, les yeux brillants de ce mélange caractéristique d'amusement et de froideur calculatrice. « Nous assisterons à la prochaine représentation de la valse de minuit, en observateur, mais avec une subtile modification de nos rôles. Nous participerons à la séquence même manipulée par le code. Cela nous permettra d'intercepter les signaux, de vérifier les schémas et, si nécessaire, de contrôler l'environnement pour révéler la main cachée. » Le baron parut alarmé. « Vous voulez dire infiltrer la valse elle-même » Holmes inclina la tête, l'air inflexible. « Exactement. Et ce faisant, nous établirons les conditions dans lesquelles l'orchestrateur ne pourra pas se dissimuler. Le chiffrement est complexe, certes, mais tout système complexe a une faille. Notre objectif est d'identifier cette faille tout en restant invisible jusqu'au dernier moment. » Je fronce les sourcils, ressentant un mélange d'admiration et d'appréhension. « Et comment ? Précisément, évitons-nous d'être détectés. Les mouvements, les gestes et les signaux sont conçus pour tromper même les observateurs les plus attentifs. » Holmes esquissa un léger sourire, une fine ligne de satisfaction sardonique. « En acceptant la fausse piste plutôt qu'en y résistant, Watson. »
nous donnerons l'impression de suivre la fausse piste, entraînant l'architecte dans l'illusion, tout en notant les écarts par rapport au schéma attendu. En bref, nous utiliserons sa propre complexité contre lui. Il commença aussitôt les préparatifs. Choisir des gants pour dissimuler les taches d'encre, ajuster nos manteaux pour se fondre dans la masse des assistants, et étudier chaque note, chaque mouvement, chaque symbole du carnet du baron avec un soin méticuleux. Il me demanda de mémoriser des séquences subtiles de la partition et les pas de la valse, comme si les graver dans ma mémoire musculaire me donnerait un avantage dans la confrontation qui allait suivre. À la tombée de la nuit, nous approchions de Hanover Hall, le brouillard familier s'enroulant le long des rues tel un être vivant. Holmes scruta les fenêtres et les entrées, notant la position des lanternes et l'angle des ombres. « Observe Watson », murmura-t-il. « L'architecte se croit en sécurité, s'appuyant sur l'obscurité et la complexité. Mais ce soir, nous créons un environnement contrôlé. Chaque geste, chaque note, chaque pause sera observé et vérifié. Tout écart indiquera sans équivoque la source. » Dans la salle de bal, l'ambiance était chargée d'impatience. Les musiciens accordaient leurs instruments, les danseurs prenaient place et les assistants se disposaient avec précision. Holmes me guida jusqu'au bord de la piste de danse, ses mouvements subtils mais réfléchis nous permettant de rester discrets. Au début de la musique, j'ai compris la profondeur du plan de Holmes. Nous n'étions pas de simples observateurs. Nous participions à la chorégraphie même du code, suivant son rythme tout en scrutant chaque élément à la recherche d'anomalies. La tension dans la pièce était palpable, et je sentais le poids des regards invisibles posés sur nous. L'influence de l'architecte se manifestant dans chaque note, chaque pas, chaque geste. La voix d'Holmes était basse, presque inaudible, tandis qu'il murmurait « Observe bien, Watson, l'orchestrateur est confiant, peut-être même trop confiant. Il croit que la complexité de sa conception le protège, mais chaque système comporte une faille, et notre tâche est de l'identifier. Une fois que nous l'aurons trouvé, la main cachée sera révélée. » Les minutes s'étirèrent jusqu'à devenir une éternité, tandis que nous suivons la séquence, notant la moindre irrégularité. Un geste répété avec trop de précision, un regard trop long, une note frappée une fraction de seconde trop tôt. Le regard de Holmes passa du danseur au musicien, puis au serviteur, reliant des fils invisibles dans une toile que lui seul pouvait percevoir. Je réalisais, avec une appréhension croissante, que nous étions sur un fil délicat entre découverte et dissimulation. Le moindre faux pas pouvait alerter l'orchestrateur et compromettre l'enquête. Pourtant, je comprenais aussi que l'audace de Holmes était nécessaire. Ce n'est qu'en entrant dans le système comme participants actifs que nous pouvions espérer percer les secrets mortels du code. Alors que la première heure de la valse de minuit s'écoulait, Holmes se pencha vers moi et murmura « Patience, Watson. Bientôt, nous verrons la faille, l'unique déviation qui révélera le cerveau. Et alors, la partie sera à nous. » Dehors, le brouillard pressait les fenêtres, les réverbères vacillaient et la musique s'amplifiait avec une précision inquiétante. À cet instant, je compris pleinement que le véritable danger du chiffrement ne résidait pas seulement dans le mystère du code, mais dans le contrôle qu'il exerçait sur ses participants. Holmes, toujours imperturbable, m'ouvrit la voie dans ce labyrinthe et je le suivis, le cœur battant, conscient que les révélations de la nuit seraient à la fois extraordinaires et périlleuses.
Chapitre 9. La révélation L'atmosphère à Hanover Hall était chargée d'attente, une légère odeur de vernis et de cire de bougie se mêlant à la fraîcheur humide qui s'infiltrait par les fenêtres embuées. La valse de minuit était terminée, mais la tension restait palpable, accrochée au lustre, au parquet ciré et à l'air même que nous respirons. Holmes, comme toujours, restait calme, sa longue silhouette parfaitement immobile, le regard scrutant la pièce comme s'il scrutait chaque ombre à la recherche d'imperfection. « Watson » murmura-t-il d'une voix calme mais chargée d'intensité. L'heure est venue de rassembler toutes les parties prenantes. L'orchestrateur de ce code complexe se croit en sécurité, caché derrière des couches de musique, de mouvement et de diversion. Pourtant, tout système complexe trahit ses failles, et ce soir, nous allons révéler sa main cachée. Nous avons traversé la salle, Holmes faisant signe au baron de rester près du public pendant qu'il convoitait l'inspecteur Lestrade et les divers musiciens et assistants impliqués dans la valse. L'atmosphère se tendit, tandis que les participants présentaient une révélation imminente. Même si personne ne pouvait imaginer la profondeur avec laquelle les événements de la soirée avaient été orchestrés. Holmes commença son exposé avec un calme délibéré. « Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix claire et autoritaire, nous sommes réunis ici pour comprendre la séquence d'événements qui a suscité tant d'inquiétudes ces derniers jours, les disparitions. Les notes énigmatiques et les mouvements de la valse de minuit ne sont ni le fruit du hasard, ni l'œuvre du hasard. Ils forment un code délibéré qui dissimule à la fois l'intention et l'identité. La salle reste silencieuse, à l'exception de quelques pas traînants ou d'un froissement de robe. Holmes se déplaçait avec grâce parmi son public, le regard perçant. Notre premier suspect, M. Félix Hartmann, bien qu'initialement impliqué, est parfaitement innocent. Les anomalies que nous avons observées dans sa performance étaient fortuites et exploitées par le véritable architecte comme une diversion. J'ai remarqué le changement subtil dans l'expression du baron, un mélange de soulagement et d'étonnement, tandis que le front froncé de Lestrade trahissait son incertitude persistante. Holmes poursuit, calme et pourtant précis. Le code est un langage de gestes, de notation musicale et de mouvements chorégraphiés. Chaque élément est porteur de sens, mais chacun est parsemé de faux signaux délibérés destinés à tromper l'observateur occasionnel. Il désigna la partition, puis les subtiles inscriptions sur la piste de danse. Voici la clé. L'indice caché découvert le lendemain de la première valse, le léger écart de rythme, la pause anormale dans le geste indiquent un défaut de conception, une imperfection unique et constante qui révélait la présence de l'orchestrateur parmi nous. Mes yeux suivirent son doigt pointé vers une silhouette près de la fosse d'orchestre. Un homme dont le calme semblait maintenant légèrement frémissant. Holmes marque une pause, laissant le poids de ses paroles s'abattre sur l'assemblée. Le cerveau, a-t-il poursuivi, n'est autre que M. Julian Faraday, professeur de musique et invité apparent. Ses actions, ses gestes, ses subtils signaux aux danseurs, ses altérations de la notation musicale visaient à contrôler à la fois la performance et les observateurs, orientant les soupçons vers des personnes innocentes, tout en dissimulant sa propre identité. Un murmure parcourt la pièce, l'incrédulité se lisant sur tous les visages. Faraday perdit contenance. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Holmes ne le quitte pas des yeux. La pièce maîtresse, a déclaré Holmes, a été révélée lors de notre participation à la séquence. L'écart par rapport aux schémas attendus, les écarts d'une fraction de seconde, tout le pointait sans équivoque vers lui. Le chiffrement est complexe, mais pas infaillible. Tout système humain comporte une faille, et tout esprit humain se trahit, aussi subtilement soit-il. Le défaut de Faraday
résidait dans son excès de confiance, sa conviction que la complexité du chiffrement le rendait invisible. Pourtant, l'observation, la patience et la déduction l'ont démasqué. Faraday prit enfin la parole, la voix tremblante. C'est impossible. J'ai suivi le système à la lettre. L'expression de Holmes était froide et analytique. Vous l'avez suivi, certes, mais la perfection est impossible, même pour le plus méticuleux. Vos signaux, vos gestes, vos poses présentaient des incohérences que seul un esprit exercé à l'observation, comme le mien, pouvait déceler. Vous vous êtes appuyé sur une fausse piste, mais la fausse piste laisse des preuves, et les preuves, bien interprétées, révèlent la vérité. Chiaïcoré, l'inspecteur Lestrade s'avança d'une voix ferme. Monsieur Faraday, vous êtes en état d'arrestation pour avoir orchestré les disparitions liées à la valse de minuit. Vous répondrez de vos actes. Le visage de l'orchestrateur pâlit, son assurance brisée par la révélation. Le baron von Lichtenberg poussa un soupir de soulagement, visiblement reconnaissant, tandis que Holmes se tournait vers moi, une lueur de satisfaction dans les yeux. « Watson, y murmura-t-il, cette affaire illustre un principe aussi vieux que la déduction elle-même. La vérité n'est jamais entièrement cachée. Même le système de diversion le plus élaboré ne peut totalement dissimuler une faille. Et une fois la faille décelée, toute la conception s'effondre, révélant l'esprit qui l'a conçue. » Et tandis que Faraday était escorté hors du hall, la salle sembla s'essouffler collectivement, la tension cédant la place au soulagement, à l'étonnement et à la réflexion. Holmes revint sur le côté, pipe à la main, scrutant les témoins rassemblés avec ce calme calculateur familier. J'ai enregistré chaque instant, conscient que ce qui s'était déroulé était plus que la simple arrestation d'un criminel. C'était une démonstration d'intelligence, de patience et de quête incessante de la vérité. Un triomphe non seulement sur un adversaire humain, mais sur la complexité et la subtilité du code lui-même. Holmes se tourne finalement vers le baron von Lichtenberg. Les victimes seront retrouvées, baron, et le système qui les a piégés sera démantelé. Il ne reste plus qu'à réfléchir et à rétablir l'ordre. Et avec cela, le brouillard à l'extérieur sembla se lever légèrement, les lampes à gaz brûlant d'une lumière plus constante, et la valse de minuit, autrefois signe avant-coureur de disparition, fut réduite à la mémoire, un récit édifiant sur la mauvaise direction, l'intellect et le pouvoir durable de l'observation. Chapitre 10. Conséquences et outro les jours, qui suivirent la capture de Julian Faraday, furent marqués par un calme presque anormal après les turbulences des semaines précédentes. Londres, si souvent indifférente au sort des individus, semblait désormais respirer un air plus calme, comme si la ville elle-même reconnaissait la résolution du mystère de la valse de minuit. Pourtant, malgré ce calme, Holmes demeurait toujours vigilant, son esprit passant déjà au crible les vestiges de l'affaire, analysant leçons et réflexions comme si l'élément humain était une autre énigme à déchiffrer. Le baron von Lichtenberg exprima naturellement sa profonde gratitude. Il avait retrouvé plusieurs des artistes disparus, ceux qui avaient eu la chance d'être retenus cachés plutôt que de subir de plus grands préjudices, et il insista pour organiser une modeste réunion en notre honneur. Holmes, toujours peu enclin aux cérémonies, accepta avec sa réserve habituelle, se contentant d'observer la scène depuis un coin, pipe à la main. Bien sûr, j'ai pris de nombreuses notes, consignant chaque détail de la résolution, conscient que la chronique pourrait servir à la fois de guide et de témoignage de la méthode de Holmes. Le baron, entouré de danseurs et de musiciens rétablis, semblait plus préoccupé par la célébration de la conclusion que par le souvenir du danger qu'ils avaient échappé de justesse. « Monsieur Holmes, » dit le baron à un moment donné, la voix teintée d'admiration,
Vous avez démêlé une complexité qui défie l'entendement ordinaire. Comment avez-vous discerné le véritable orchestrateur au milieu d'une tromperie aussi délibérée? Le regard de Holmes, toujours pénétrant, s'arrêta un instant sur lui. Patience et observation, baron. L'orchestrateur s'est appuyé sur des indications trompeuses, pensant que la complexité de sa conception dissimulait sa main. Pourtant, tout système, aussi complexe soit-il, comporte des imperfections. C'est l'observateur vigilant qui détecte ces imperfections et, ce faisant, révèle l'architecte caché. J'ai remarqué le ton philosophique de Holmes, un rare exemple où il laissait la réflexion tempérer sa précision clinique. Vous parlez du défaut que nous avons observé. Ai-je demandé? Dans le timing, les gestes et les subtiles incohérences. Exactement, Watson, répondit-il. Complexité ne rime pas avec invisibilité. Chaque schéma, chaque système porte en lui les germes de l'exposition. Le véritable défi est de les détecter avant que la tragédie ne s'achève. Faraday, placé en détention, devait être jugé pour son plan élaboré. Les journaux rapportèrent les événements avec prudence, veillant à ne pas dramatiser les disparitions, même si les récits parvenus jusqu'à nous ne parvenaient pas à saisir pleinement la subtilité et le danger du chiffrement. Holmes, bien sûr, resta indifférent à l'opinion publique, se concentrant plutôt sur les mécanismes sous-jacents qui avaient emmené l'affaire à sa résolution. Ce soir-là, dans le calme de Baker Street, tandis que le brouillard effleurait les fenêtres et que les réverbères vacillaient dans les rues avoisinantes, je réfléchissais à l'extraordinaire séquence d'événements. La valse de minuit, le chiffrement complexe, les disparitions et la révélation ultime témoignent tous de l'équilibre délicat entre l'intellect et la faillibilité humaine. Holmes, confortablement installé dans son fauteuil, sa pipe fumante me lança un léger sourire. « Watson, vous voyez l'importance non seulement de l'observation, mais aussi de la compréhension de l'esprit humain. Les erreurs de calcul de Faraday ne résultent pas d'un manque d'intelligence, mais d'un excès de confiance et de l'idée que la complexité pouvait remplacer la prudence. Souvenez-vous-en, car cela s'applique à toutes les entreprises humaines. » J'ai hoché la tête, réfléchissant aux leçons de patience, de déduction et de perspicacité morale qui imprégnaient cette affaire. Le danger était passé, mais les subtils souvenirs de l'ingéniosité de l'architecte subsistent dans les empreintes de pas, les gestes et la musique, témoignage de l'interaction complexe entre l'intellect et le design. Tandis que Holmes éteignait sa pipe et laissait le silence s'installer dans la pièce, je compris que la valse de minuit resterait gravée dans ma mémoire, non seulement comme un événement périlleux, mais comme la démonstration de la raison triomphant sur l'artifice, de l'observation sur la tromperie. Et, comme toujours, Holmes demeurait au centre de tout cela, serein, analytique, modeste dans sa victoire, mais indéniablement brillant. « Une autre affaire est conclue, Watson, » dit-il doucement. « Et pourtant, l'esprit ne connaît jamais le repos. Le monde est rempli de schémas, certains bienveillants, d'autres malveillants, tous attendant l'œil attentif. Notre devoir est de les percevoir et, si nécessaire, d'intervenir. » Je me suis installé confortablement, la plume toujours à la main, consignant les dernières réflexions de la soirée. Dehors, Londres poursuivait son rythme effréné, inconscient du triomphe silencieux qui venait de se dérouler. Pourtant, entre les murs de Baker Street, l'ordre était rétabli, la vérité révélée, et une fois de plus, l'esprit de Sherlock Holmes avait éclairé les mécanismes cachés et complexes de l'intention humaine. L'affaire du chiffre de la valse de minuit, complexe, périlleuse et profondément astucieuse, avait atteint sa conclusion, mais ses leçons, comme toujours, persisteront bien plus longtemps que le brouillard qui s'accrochait aux rues de Londres. Chapitre 11.
Les ombres du passé bien que le danger immédiat fût passé. Je ne pus m'empêcher de remarquer un subtil changement chez Holmes. Ses traits anguleux étaient souvent obscurcis par la réflexion, et son regard inquiet semblait traquer des schémas, même dans le banal. Les événements de la valse de minuit avaient laissé leur empreinte, révélant jusqu'où l'ingéniosité humaine pouvait se tourner pour tromper. Et pourtant, Holmes semblait presque revigoré par ce défi. Un après-midi, une lettre arriva d'un expéditeur anonyme, oblitéré par un quartier reculé de Londres. L'écriture était élégante mais inhabituelle, et les mots laissaient entrevoir une nouvelle énigme, un murmure de trouble dans la ville qui ne pouvait être démêlé que par le genre de déduction méthodique qu'Holmes affectionnait tant. Le passé n'est jamais mort. Il attend simplement dans l'ombre, prêt à reprendre la parole quand les esprits malins ne l'observent plus. Cherchez celui qui danse sans bruit, et vous trouverez la réponse aux questions restées sans réponse. Holmes étudie la lettre avec un soin méticuleux, notant le papier, l'encre et même le subtil gaufrage du sceau. « Watson, dit-il, ce n'est pas une correspondance oiseuse. Observez la formulation réfléchie. Elle cache plus qu'elle ne révèle. Il y a là un défi, un ensemble de mots et de sous-entendus. Je le dévisageais, la curiosité mêlée d'appréhension. Soupçonnez-vous un autre orchestrateur, Holmes? Ou s'agit-il d'un vestige de l'influence de Faraday? » Holmes secoua la tête. Ni l'un ni l'autre. C'est l'œuvre d'un esprit parallèle, mais distinct, à celui de l'architecte de la valse de minuit. Une ombre du passé qui cherche maintenant à se manifester. Notre tâche est d'observer, d'anticiper et, si nécessaire, d'intervenir avant que les conséquences ne deviennent irréversibles. Au cours des jours suivants, Holmes et moi avons remonté la piste de la lettre, visitant des quartiers obscurs, interrogeant des témoins et suivant des pistes subtiles qui, à première vue, semblaient anodines. Chaque interaction révélait des irrégularités mineures. Une hésitation dans la parole, un geste trop précis, une ombre se déplaçant dans la lumière attendue. Holmes les nota avec sa précision habituelle. « Watson, l'ingéniosité ne réside pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est caché. Nous devons examiner les détails, les ombres du passé, les petites aberrations qui laissent entrevoir un plan plus vaste. À mesure que nous reconstituons les fragments, l'image d'un nouvel adversaire émergeait, agissant en silence, laissant des traces si ténues que seul l'œil le plus attentif pouvait les concerner. La tension s'intensifie à chaque découverte, comme une prise de conscience progressive que les rues labyrinthiques et les recoins brumeux de Londres recèlent des secrets encore inconnus. Ce soir-là, tandis que les réverbères à gaz vacillaient sur Baker Street et que le bruit lointain d'un fiacre résonnait dans le brouillard, Holmes se cala dans son fauteuil, les doigts croisés. « Watson, dit-il doucement, la valse de minuit est terminée, mais ses leçons perdurent. La complexité peut obscurcir. Les erreurs d'orientation peuvent induire en erreur. Mais l'observation, la patience et la déduction restent invincibles. Les ombres que nous poursuivons aujourd'hui sont les échos de nos ruses passées, et il est de notre devoir de les mettre en lumière. » Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver un frisson à cette perspective, un mélange de peur et de fascination. Dehors, la ville restait indifférente, ses rues enveloppées de brume, ses secrets cachés hors de portée. Et pourtant, dans le bureau silencieux de Baker Street, nous nous préparions à l'inévitable confrontation, celle qui exigerait toute notre raison, toute notre force de courage et l'infaillibilité de Sherlock Holmes. Chapitre 12. Le deuxième chiffrement émerge. Les jours qui suivirent l'arrivée de la lettre énigmatique furent empreints d'une vigilance inquiète. Holmes quittait à peine son fauteuil, pipe à la main, son regard parcourant cartes, registres et manuscrits comme si chacun était une clé potentielle
du nouveau mystère. Les rues de Londres, luisantes de pluie et noyées dans un brouillard persistant, semblaient refléter l'obscurité de l'énigme qui se déroulait désormais devant nous. Tout commença subtilement. Un élément manquant ici, un message mal acheminé là, de petites anomalies qui, pour un observateur ordinaire, paraîtraient insignifiantes. Pourtant, Holmes observa chacune d'elles avec un soin méticuleux, cataloguant la moindre irrégularité avec sa précision habituelle. « Watson », murmura-t-il un soir, « le deuxième chiffre a commencé son œuvre silencieuse. Les messages sont indirects, les perturbations infimes, mais chacun est porteur d'intention. Celui qui orchestre cela teste nos facultés, sonde nos limites. Notre premier indice concret apparaît sous la forme d'une boîte à musique livrée anonymement à Baker Street. Sa surface polie ne portait aucune marque, à l'exception d'une gravure complexe représentant un croissant de lune. Une fois remontée, elle jouait un air familier. Une valse, mais différente de la séquence de Minuit de Faraday. Il y avait un rythme particulier, une pause subtile entre certaines notes et une accentuation qui semblait délibérée. Holmes examina la boîte avec une attention particulière. « Observe Watson, la variation de tempo est délibérée mais subtile. Ce n'est pas une simple ornementation, c'est une communication. Chaque note, chaque silence est porteur de sens. Faraday fut peut-être le premier architecte, mais là, c'est un tout autre esprit. J'ai observé le mécanisme, remarquant que les goupilles du cylindre correspondaient aux notes accentuées. « Crois-tu que ce soit un code, Holmes ?»« Sans aucun doute, » répondit-il, la voix tendue par l'anticipation. « Un code musical superposé à une subtile diversion. Et le plus fascinant, c'est son audace. Il suppose que l'observateur ignorera le mécanisme, qu'il ne percevra que la mélodie plutôt que le sens. Au cours de la semaine suivante, d'autres objets arrivèrent, des lettres aux phrases énigmatiques, des objets apparemment ordinaires, marqués de petites irrégularités délibérées, et même un délicat éventail orné d'une valse peinte. Holmes catalogua chacun d'eux avec une attention constante, notant les schémas, les déviations et les empreintes subtiles d'un adversaire ingénieux. « Watson », dit-il un soir en se penchant sur la table, « le deuxième chiffrement est une progression du premier. Le système de Faraday reposait sur des gestes de diversion explicites, un timing précis et une performance orchestrée. Ce nouvel architecte use de subtilité, intégrant des signaux dans des objets, de la musique et des routines ordinaires. Le défi est désormais bien plus grand, car les failles du système sont masquées par des couches d'ingéniosité. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir une appréhension grandissante. Holmes, soupçonnez-vous un lien avec Faraday, ou s'agit-il d'un adversaire totalement différent? Holmes tapota sa pipe contre sa lèvre, réfléchissant attentivement. Il pourrait y avoir un lien, bien que indirect. Le nouvel architecte a étudié les méthodes de Faraday, compris leurs forces et leurs faiblesses, et les a adaptées à une conception plus complexe. C'est un jeu intellectuel, Watson, un jeu dont les enjeux restent invisibles jusqu'à la révélation finale. À la tombée de la nuit, le brouillard enveloppait Baker Street avec une persistance familière. Pourtant, dans le bureau silencieux, une tension sans précédent nous saisit. Holmes s'agitait parmi les objets, notant l'alignement des punaises dans la boîte à musique, l'espacement des mots dans les lettres, les subtiles variations des motifs peints. Chaque découverte révélait un esprit brillant, audacieux et d'une méticulosité audacieuse. Finalement, il se tourna vers moi, les yeux brillants. « Eh, Watson, le deuxième chiffrement exige non seulement observation, mais aussi interprétation. Nous devons discerner le langage dans la fausse direction. Suivre les signaux à travers les objets, le son et le texte, et anticiper les intentions de l'architecte. Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer prévenir d'autres méfaits.
J'ai ressenti un frisson d'impatience. Dehors, la ville restait enveloppée d'ombre et de brouillard. Mais à Baker Street, une autre illumination était en cours, celle qui allait opposer la puissance de l'observation humaine à la ruse d'un esprit à la fois brillant et dangereusement caché. Le jeu recommençait, et une fois de plus, il était clair que seul Sherlock Holmes pouvait parcourir le labyrinthe et révéler la vérité cachée dans le second code. Chapitre 13. Se rapprocher de l'architecte l'enquête sur le second chiffre progressa avec une précision méticuleuse que seul Holmes pouvait atteindre. Chaque matin, tandis que le brouillard envahissait les rues de Londres et que les réverbères luttaient contre la brume matinale, il commençait par examiner les indices amassés la veille. Boîtes à musique, lettres énigmatiques, motifs peints et objets apparemment ordinaires qui dissimulaient une signification extraordinaire. « Watson », dit-il un matin en ajustant ses lunettes sur le petit schéma complexe de la boîte à musique. « Notre adversaire est intelligent, mais même les esprits les plus intelligents laissent des traces. Les subtiles variations de timing, le positionnement délibéré des objets, les détails de l'écriture, tout cela trahit l'intention. Et tout cela est susceptible d'observation et d'analyse. Je me suis penché vers la table, notant les motifs que Holmes avait marqués de minuscules annotations précises. Holmes, ces objets, ces lettres, ces boîtes à musique semblent presque conçus pour nous narguer, pour nous forcer à suivre la séquence comme des marionnettes. Les yeux de Holmes brillaient par cet amusement sardonique familier. « Exactement, Watson. L'architecte suppose que nous serons trompés par la complexité apparente, que nous recherchons des projets grandioses tout en négligeant les irrégularités plus petites et plus révélatrices. Mais c'est dans les défauts subtils, presque imperceptibles, que réside la vérité. Au cours des jours suivants, nous avons retracé l'origine des lettres dans différents districts postaux, chacun portant un cachet unique et une distribution apparemment aléatoire. Holmes, avec son ingéniosité habituelle, a déduit un motif dans ce désordre apparent. Les lettres formaient un alignement géométrique sur la carte de Londres, convergeant vers un seul district, un quartier oublié près du fleuve, où entrepôts et music hall désertés offraient une couverture parfaite aux opérations clandestines. « C'est ici, Watson », ourdit Holmes d'une voix basse, pleine d'anticipation, que notre architecte a établi un lien. Les messages, les objets et les signaux convergent tous vers cet endroit. Le second chiffrement est un réseau, et comme tout réseau, il comporte des nœuds et des points faibles qui révèlent la structure derrière l'illusion. Nous décidâmes de visiter le quartier à la faveur de la nuit. Holmes portait une petite lanterne, tandis que je le suivais avec la plus grande prudence, conscient que l'adversaire pouvait observer nos moindres mouvements. Les rues étaient étroites, le brouillard s'accumulait depuis la rivière, et les ombres des entrepôts abandonnés s'étendaient sur les pavés comme des doigts avides. Holmes s'arrêta à l'entrée d'un bâtiment apparemment abandonné, la main levée pour le silence. « Observe, Watson », murmura-t-il. Était-ce les légères éraflures, la disposition des caisses et même l'espacement des lattes des fenêtres? Tout cela est un signal délibéré, une partie intégrante du projet de l'architecte. Et c'est dans ce projet que réside le défaut, le point où l'intervention devient possible. Nous entrâmes prudemment, et à l'intérieur, le silence était pesant. Une seule bougie éclairait une pièce tapissée d'instruments de musique, de partitions et de lettres éparses, vestiges de la construction du chiffre. Holmes évoluait parmi eux, examinant notes, crayons et les faibles traces laissées par la correspondance précédente. « Voici, Watson », dit-il en soulevant une partition, « le moment de la révélation. Observez le symbole répété, l'écart dans la notation et l'alignement avec les lettres envoyées aux différents districts. C'est une carte, un calendrier
et une communication à la fois audacieuse et brillante, mais non sans imperfection. Je ressentais un frisson d'impatience, la réalisation que nous nous rapprochons enfin de l'architecte dont l'ingéniosité avait si profondément mis Holmes au défi. Pourtant, le danger planait dans l'air, une menace intangible née de l'inconnu. Holmes se tourna vers moi, son expression mêlant triomphe et solennité. « Et Watson, la prochaine étape est délicate. Nous devons confronter l'architecte au sein même du réseau qu'il a créé. La moindre erreur de calcul pourrait nous empêcher de retrouver son identité, et les conséquences pourraient être graves. Pourtant, je suis convaincu que l'observation, la déduction et la patience nous permettront de dévoiler l'esprit derrière ce chiffrement. La pièce semblait se refroidir tandis que la bougie vacillait, des ombres dansant sur les murs. Dehors, le brouillard s'abattait sur les fenêtres avec une insistance persistante, et je compris que nous étions au seuil de la révélation. L'identité, les motivations et les méthodes de l'architecte allaient être dévoilées au grand jour, et l'acte final du second chiffrement allait se dérouler. Une confrontation qui mettrait à l'épreuve toutes les facultés intellectuelles, le courage et l'observation de Sherlock Holmes. Chapitre 14. L'architecte démasquait l'air nocturne, imprégnait le quartier abandonné près de la rivière, avec une humidité persistante, le brouillard ondulant dans les ruelles étroites et pressant les murs des entrepôts comme des doigts vivants. Holmes et moi nous approchâmes du bâtiment que nous avions identifié comme le point central du second chiffre. Nos pas mesurés, nos sens en éveil. Chaque bruit, le clapotis lointain de l'eau sur le bois, le léger grincement d'un volet, semblait amplifié par la tension silencieuse de l'anticipation. Le regard de Holmes, perçant et calculateur, balaya l'extérieur. « Observe Watson », osait murmura-t-il. Les légères marques sur l'encadrement de la porte, l'alignement des vitres, les subtiles irrégularités du pavage. Notre architecte est méticuleux, et pourtant, même la méticulosité laisse des traces. Nous entrâmes prudemment dans le bâtiment. L'intérieur, faiblement éclairé par une unique lanterne, révélait une pièce encombrée d'instruments de musique, de lettres énigmatiques et de notes épinglées au hasard sur les murs. Des partitions étaient éparpillées sur les tables, certaines annotées de manière à suggérer une communication délibérée plutôt qu'une simple notation. Holmes se déplaçait silencieusement parmi les artefacts, les examinant un par un, ses doigts traçant des motifs, des déviations et des signes imperceptibles à l'œil nu. « Watson, » dit-il, l'architecte s'appuie sur l'orchestration de la complexité. Mais observez ici la répétition, les légères erreurs de synchronisation et de placement. Chaque esprit humain laisse une signature, et celle-ci est la sienne. Un mouvement soudain dans l'ombre me fit reculer instinctivement. Holmes, cependant, resta inflexible. Un homme grand et décharné émergea de l'obscurité, l'expression mêlant défi et calcul. Il portait un étui à violon qu'il posa soigneusement par terre. « Vous m'avez découvert, monsieur Holmes, » dit l'homme d'une voix basse mais assurée. « J'espérais rester invisible. Il semble que j'ai sous-estimé vos capacités. » Holmes inclina légèrement la tête. « En effet, votre deuxième chiffrement est ingénieux, subtil et audacieux. Pourtant, même le système le plus complexe comporte des failles. Vos signaux, vos déviations, vos erreurs d'orientation délibérées, tout cela révèle l'architecte lorsqu'on l'examine avec patience, observation et déduction. » Pigeon, les yeux de l'homme se plissèrent. « Vous parlez de défauts. Pourtant, tout mon travail a été exécuté avec précision. La valse, les lettres, les objets, chacun conçu pour tromper, et pourtant communiquer. Et pourtant, vous prétendez les avoir reliés à moi. » Le regard de Holmes était inflexible. « Précisément.
La complexité peut obscurcir, mais elle ne peut effacer. Chaque motif laisse une trace, et chaque signal, aussi subtil soit-il, trahit une intention. Vous pensiez que l'obscurité et la confusion étaient des boucliers suffisants. Ce n'est pas le cas. J'ai observé Holmes commencer à exposer son raisonnement, soulignant les écarts dans la notation musicale, l'alignement des objets et les subtiles corrélations entre les lettres envoyées à des quartiers différents. Chaque élément s'est mis en place, formant un élégant réseau de déduction qui a visiblement déstabilisé l'architecte. « Voyez-vous, Watson, » dit Holmes en se tournant brièvement vers moi, « l'intelligence de cet individu a été anéantie non par la force brute, ni par accident, mais par une observation attentive et la synthèse logique d'infimes incohérences. C'est l'essence même de la déduction. L'esprit humain peut se déguiser, mais il ne peut dissimuler indéfiniment ses imperfections. » Les épaules de l'architecte s'affaissèrent légèrement, comme si le poids de la vie s'était enfin abattu sur lui. « Vous êtes inflexible, » admit-il, presque admiratif. « Et maintenant, je suis à votre merci. » L'expression de Holmes s'adoucit, une rare touche de réflexion philosophique. « La clémence n'est pas en cause. La justice et le rétablissement de l'ordre sont primordiaux. Vos plans complexes ont mis des vies en danger et perturbé le cours naturel des affaires humaines. C'est pourquoi vous assumerez les conséquences de vos actes. » Et non redemos nivitec. Lorsque l'inspecteur Lestrade et ses hommes, qui avaient suivi discrètement notre piste, entrèrent pour arrêter l'architecte, je ne pus m'empêcher d'éprouver un mélange de soulagement et d'effroi. Le second code, plus subtil, plus dangereux que le premier, avait été déchiffré et son auteur démasqué, non par hasard ou par la force, mais grâce à une application incessante de l'intelligence et de l'observation. Holmes se tourna vers moi, ses yeux reflétant la satisfaction d'une résolution tempérée par la quête perpétuelle de nouveaux mystères. « Watson, le deuxième chiffre sert de rappel. L'ingéniosité peut être dangereuse, le génie peut induire en erreur, mais les principes de déduction restent infaillibles. L'observation, la patience et la raison éclaireront toujours la vérité, même à travers le brouillard le plus épais. » Alors que nous quittions l'entrepôt, le brouillard londonien nous enveloppant à nouveau, je réfléchissais à l'extraordinaire séquence d'événements. 2 adversaires, 2 chiffres, et pourtant une seule et inflexible force intellectuelle avait fait surgir la clarté du chaos. Holmes, serein et imperturbable, demeurait au centre, une constante dans une ville toujours encline aux ténèbres et à la tromperie. La nuit était calme, le fleuve coulait silencieusement le long des rues, et je réalise que Londres, vaste et mystérieux comme toujours, recèle d'innombrables énigmes. Et pourtant, avec Sherlock Holmes à mes côtés, je savais qu'aucune ombre, aussi complexe soit-elle, ne pouvait rester cachée indéfiniment.